Et on constate tout d'abord que toutes résultent, donc les crises résultent de mauvaises décisions. Vous allez dire, la Covid, c'est pas une mauvaise décision. C'est pas une mauvaise décision en tant que maladie, mais c'est une mauvaise décision en tant que crise. Parce que c'est bien le fait qu'on n'ait pas su analyser la nature de la crise, ou la nature du problème, si vous voulez, qui a fait qu'on a très mal réagi au début. Si vous regardez d'ailleurs les chiffres entre l'Asie, pas seulement la Chine, mais l'Asie et l'Europe, vous constatez que la Chine a eu l'Asie, a eu en moyenne beaucoup moins de morts par million d'habitants que les Européens, tout simplement parce qu'ils ont abordé le problème de manière différente. On ne va pas entrer ici sur une polémique sur la maladie, c'est pas ça le but, mais ce que je veux dire, c'est que l'analyse, la définition, l'identification du problème est le premier élément. Et là, dans toutes ces crises, on a une mauvaise analyse du problème. Et puis, ce qui me frappe comme professionnel de l'enseignement, c'est que toutes ces crises montrent une mauvaise compréhension de la part de nos services, soit parce que nos services les ont mal analysés, soit parce que nos services les ont mal communiqués. C'est toujours un peu le problème parce qu'on voit le travail des renseignements qu'à travers la politique qui est ensuite appliquée, théoriquement. Et si on n'a pas les bonnes politiques, ça veut dire que soit les services de renseignement sont défaillants, soit que la communication entre le service et le dirigeant est défaillante. Et là, on a effectivement dans les quatre problèmes, les quatre crises, on a ce problème-là. Et donc on a des mécanismes de décision défaillants. Et on a bien vu, et on voit dans toutes ces crises, parce qu'il y a de multiples mini-crises qui viennent là-dedans, il y a l'affaire Navalny, il y a le détournement d'un avion au Bélarus, etc. Toutes ces mini-crises, on s'aperçoit qu'il n'y a pas vraiment de processus de décision qui suivent les principes, j'allais dire, de la démocratique, tout simplement, enfin de l'état de droit, plus exactement, pour être précis. C'est-à-dire que nos dirigeants fonctionnent par émotion et par impulsion. Ils tweetent, en réalité. C'est le cas, par exemple, de ce fameux détournement de l'avion sur le Bélarus en 2020, où les dirigeants européens avaient déjà déterminé que c'était le Bélarus qui avait détourné l'avion, avant même que l'avion ait atterri effectivement à Minsk. Donc on ne savait pas encore ce qui s'était passé, mais on a déjà déterminé que c'était le Bélarus qui l'avait détourné. Et en fait, il s'est avéré que ça n'était pas le cas. Et on a la même chose avec la Palestine, où on a 7 octobre qui a été évidemment riche en émotions, si on peut dire ça comme ça, tristement riche en émotions, mais qu'on a tout de suite condamné sans réellement savoir ce qui s'était passé. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que la réalité de cette journée-là est quand même assez différente de celle qui anime aujourd'hui nos politiques. Je ne vais pas vous dire, je ne vais pas ici faire le procès ou le non-procès du Hamas, etc. Mais on s'aperçoit quand même que le narratif qui a été proposé dès le début de l'opération du Hamas ne correspond pas, ne colle pas avec le témoignage des rescapés et des personnes qui ont témoigné après tout en Israël. Donc je ne parle pas des déclarations du Hamas, je parle des déclarations des Israéliens eux-mêmes, y compris des militaires israéliens. Et c'est ça qui est assez effrayant. Donc ça veut dire qu'on a des mécanismes de décision qui sont plus émotionnels et passionnels que rationnels. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui doit nous faire réfléchir sur notre manière de concevoir la sécurité. Et puis, finalement, dans toutes ces crises, on s'est aperçu que les décisions qui ont été prises, au lieu d'apporter une solution positive au problème, l'ont aggravé, dans tous les cas. Et ça, je pense que c'est l'enseignement le plus important. Donc là, il y a des réflexions à se faire à ce premier stade, c'est évidemment le premier niveau d'une crise, c'est l'appréciation du problème, l'identification et l'évaluation du problème. Alors, on est obligé
de constater que, particulièrement après la crise ukrainienne, tout de suite, les gens qui ont dit « Oh, mais on n'est pas prêt, nos dispositifs de défense ne sont pas prêts ». On a vu d'ailleurs qu'effectivement, nos systèmes de défense n'étaient pas en mesure de soutenir l'effort de guerre ukrainien. Et par conséquent, on a tiré les conclusions que nos systèmes de défense étaient inopérants. Et maintenant, si on réfléchit bien à ça, quand je parle de défense individuelle, ici je parle de défense individuelle au niveau de l'État, bien sûr, je ne parle pas de défense individuelle au niveau des individus. Si on réfléchit bien, les 30 dernières années, à tort ou à raison, nos systèmes de défense se sont orientés sur des systèmes de défense collectifs. C'est-à-dire que, d'abord, on ne s'attendait pas et plus à ce que la Russie nous attaque. Pendant la guerre froide, c'était évidemment la menace de l'Union soviétique, qui était probablement justifiée, bien qu'aujourd'hui, les Américains ont constaté que les Russes n'ont jamais eu, les Soviétiques, n'ont jamais eu l'intention d'attaquer l'Europe. Enfin bref, ça c'est dans notre perception à l'époque, et j'étais dans les services de renseignement à l'époque, nous avions la ferme impression que nous étions menacés, et donc nous sommes préparés en conséquence. Nous avions tous des armées fortes. L'armée suisse, à cette époque-là, avait 800 000 hommes quand même, ce qui est assez considérable. Ce que vous appelleriez des réservistes, que nous n'appelons pas réservistes parce que nous n'avons pas d'armée d'active, donc nous n'avons pas de réservistes, c'est une milice. Mais bref, c'est quand même 800 000 hommes. Et pratiquement la plus grande flotte d'artillerie motorisée d'Europe, après la Turquie. C'est maintenant pour vous dire qu'on était surarmés. Mais pourquoi étions-nous surarmés? Parce que nous avions la perception que, comme durant la Deuxième Guerre mondiale, nous devrions combattre seuls un adversaire très supérieur. Avec la fin de la guerre froide, et j'y reviendrai encore tout à l'heure, mais on a constaté que bon, la menace russe, du coup, n'en était plus vraiment une, et qu'on pouvait envisager la sécurité sous un angle de coopération. Par conséquent, on est à plusieurs pour combattre un adversaire, et donc on n'est pas obligé de se sentir seul pour combattre l'adversaire. Et c'est la raison pour laquelle on a réduit nos dispositifs de défense à ce moment-là. Et ça, c'est la perception qu'on avait donc juste après l'effondrement de l'URSS. Et puis, j'ai travaillé 5 ans à l'OTAN, ce qui est un peu curieux pour un Suisse. Vous allez me dire que la Suisse ne fait pas partie de l'OTAN. J'ai eu droit à un traitement spécial. On a été entre la Suisse et l'OTAN, et j'ai pendant 5 ans travaillé à l'intérieur de l'OTAN comme chef d'unité qui s'occupait de la lutte contre la prolifération des armes légères. Et c'est par hasard de l'histoire, c'est une place qui a été, enfin disons une fonction qui m'a donné un aperçu assez exceptionnel de la guerre en Ukraine à l'époque, ou de la période de Maïdan, etc., parce qu'il fallait surveiller les flux d'armes qui, soi-disant, venaient de Russie. Par conséquent, j'ai été aux premières loges pour suivre ce conflit. Mais bref, ce que j'ai constaté à l'OTAN, c'est que la voix des vieux pays, vieux dans le sens positif, les vieux pays d'Europe étaient pratiquement négligeables par rapport à la voix des nouveaux pays d'Europe. Quand je dis vieux, moi je me réfère à ce que Donald Rumsfeld avait dit à l'époque, quand Jacques Chirac s'était opposé à l'envoi des troupes en Irak. Rumsfeld avait dit oui, ça c'est la vieille Europe, mais il faut écouter la nouvelle Europe, et il parlait naturellement des ex-pays de l'Est. Et aujourd'hui, au sein de l'OTAN, leur voix porte pratiquement plus fort que les vieux pays. Pourquoi? Parce que ce sont ceux qui sont totalement alignés sur la politique américaine. Et donc on a, je vais me mettre un peu plus loin, ça fait, pardon, ça, je parle trop très bien. Et c'est eux qui sont en fait les relais des États-Unis dans l'organisation atlantique. Et ça, c'est une chose qui m'a frappé. J'ai eu beaucoup de contacts avec mes homologues français, italiens, espagnols, enfin la vieille Europe.
Et tous ont eu cette même réflexion de se sentir un peu pratiquement délaissés par rapport aux autres, qui eux sont donc vraiment dans la ligne du parti, si vous passez l'expression. Et alors, on voit que tout ça détermine naturellement la question de la politique de sécurité qu'on va voir. Et ce que j'ai perçu, notamment dans l'OTAN, à propos des crises que j'ai vues là, c'est qu'on confond la notion de défense avec la notion de sécurité. Et qu'on a tendance à voir les problèmes uniquement sur le range militaire sans pratiquement tenir compte des autres facteurs qui interviennent. Or, aujourd'hui, pratiquement tous les conflits qu'on a, d'ailleurs même le conflit ukrainien, d'ailleurs qui est évidemment très militaire dans sa substance, il est également très non militaire. Déjà parce qu'on fait la guerre à la Russie avec des sanctions. Mais vous remarquez que ces sanctions qui devaient être pratiquement la pierre angulaire de la guerre contre la Russie, elles sont tombées à l'eau. Pourquoi? Parce qu'on avait tout simplement mal analysé les capacités de la Russie. Et on s'aperçoit aujourd'hui que la Russie, loin de s'être effondrée après les sanctions, s'en est retrouvée revigorée pratiquement, parce que ça a en fait poussé les Russes, ça leur a donné un coup de fouet pour développer leurs propres capacités. On l'avait déjà vu en 2014 d'ailleurs. C'est exactement ce qui s'était passé avec les produits agricoles. Vous vous rappelez, les paysans français, enfin pas seulement français, mais entre autres français, avaient été particulièrement inquiets par ces sanctions, parce qu'ils ne pouvaient plus exporter leurs produits. Mais les Russes, eux, ont des capacités pratiquement illimitées. Le problème, c'est qu'avant les sanctions, il était plus économique pour eux, plus rentable d'acheter en Europe. Puis maintenant, ils se sont mis, puisqu'on n'arrive plus à les acheter en Europe, on développe nos propres trucs, et maintenant, ils sont parfaitement rentables. Ils ont d'ailleurs même engagé des fromagers français pour fabriquer du camembert local et des vinificateurs pour fabriquer du champagne, etc. Donc, on a vraiment eu tout faux avec ça, et on a pensé que la guerre était finalement un peu comme la Deuxième Guerre mondiale. On a vu uniquement l'aspect, j'allais dire, militaire des choses, mais pas l'aspect, comment dire, on n'a pas eu l'approche holistique, si vous voulez, du conflit. Alors, quand on parle de sécurité, et là on arrive un petit peu dans de nouveau, c'est une réflexion, hein. Je n'ai pas de réponse, parce que finalement c'est chacun ou chez les pays qui devront trouver une réponse à cette question. Mais c'est qu'aujourd'hui il y a deux tendances, si vous voulez, qui s'opposent. C'est la sécurité par la confrontation, c'est ce qu'on a fait à l'égard de la Russie depuis 2014 et plus particulièrement depuis 2022. Et puis la sécurité par la coopération, c'est-à-dire une sécurité et c'est d'ailleurs la vision qu'avait le général de Gaulle, c'était la vision qu'avait Gorbatchev quand il parlait d'une Europe, une sécurité européenne de l'Atlantique à l'Oural. C'était cette idée que finalement, si on était... La meilleure manière d'être en sécurité, c'est finalement bien s'entendre avec les gens, pour simplifier. C'est finalement la meilleure manière. Et si on regarde l'histoire récente, on s'aperçoit que les Russes ont toujours été très fidèles à cet engagement. Quand on voit par exemple l'histoire du gaz naturel, où on a prétendu que nous étions dépendants de la Russie. En fait, nous ne sommes pas dépendants de la Russie pour le gaz naturel, nous sommes dépendants de l'énergie. C'est ça qui est. Notre dépendance, elle n'est pas par rapport à l'énergie, elle n'est pas par rapport à la Russie. Nous avons troqué une dépendance à la Russie par une dépendance aux États-Unis, ce qui n'est pas beaucoup mieux. Le fait est que l'Europe recevait du gaz naturel de Russie depuis la fin des années 60, et que même dans les pires moments de la guerre froide, les Russes n'ont jamais failli à leur obligation de livrer du gaz. Donc ils ont toujours su séparer de manière très stricte leurs obligations contractuelles et la politique. Par conséquent, en mettant ça ensemble, si vous voulez, dans le cadre des sanctions, nous sommes mis de tirer nous-mêmes une balle dans le pied, parce que finalement, une politique de coopération est ce qui nous apporte la meilleure solution de sécurité.
Et puis, il y a la question, de nouveau, sécurité collective, sécurité individuelle, je parle des pays et non pas des individus. L'idée qu'on avait de la sécurité à la fin dès la fin de la guerre froide, c'était de mettre en commun nos forces armées de façon à pouvoir avoir une sorte de défense commune en quelque sorte. C'est d'ailleurs le concept stratégique de l'OTAN en 1991 où on dit on met au lieu de chacun défendre son pays avec chacun défend son précaré avec une armée très importante, il vaut mieux mutualiser un certain nombre de systèmes. Et typiquement, aujourd'hui, par exemple, la doctrine militaire néerlandaise, elle prend la défense du pays, non pas, c'est pas la défense des Pays-Bas, c'est la défense de l'Europe, et c'est en fait l'ensemble de l'Europe qui défend les Pays-Bas. Mais eux n'ont pas une armée pour défendre explicitement leur pays. Et c'est la même chose avec la Belgique d'ailleurs. Donc on est dans une notion de la défense qui, de nouveau, qu'on peut accepter ou pas, mais qui n'était pas complètement irrationnelle. Ça n'est pas simplement pour profiter des dividendes de la paix qu'on a réduit nos dispositifs, mais c'était aussi pour donner d'autres priorités dans l'effort que fait l'État pour assurer sa sécurité. Et ça ne me semble pas complètement irréaliste. Ça sera d'ailleurs un problème qu'il va falloir se poser à terme. Enfin, on a déjà dû se poser à la fin de la guerre froide, mais il va falloir se reposer à cause de la nouvelle relation que nous avons créée avec la Russie, c'est-à-dire quelle est la menace à laquelle nous faisons face. Est-ce que c'est... En 1940, la menace qui menaçait la France, c'était l'Allemagne. On est assez d'accord. Et c'était la même chose pour la Suisse, puisque, comme vous savez, la Suisse avait fait un accord secret avec la France, qui nous a valu d'ailleurs beaucoup d'ennuis lorsque les Allemands sont arrivés à Paris, parce qu'ils ont découvert ces accords secrets, des accords de défense secrets, comme la Suisse était censée être d'eux. Évidemment qu'ils nous ont, pendant un temps, ils nous ont considérés comme des alliés. Et ça a été un peu un problème parce qu'on a été tout d'un coup menacé par la Luftwaffe qui a commencé à faire des vols de reconnaissance. Et à partir de ce moment-là, d'ailleurs, il y a 4 opérations qui ont été planifiées contre la Suisse qui n'ont pas pu être réalisées pour des raisons stratégiques, parce qu'il y avait d'autres champs où ça brûlait pour le Troisième Reich. Mais les Allemands nous considéraient comme des alliés. Pas trop, un peu inoffensifs parce qu'on était dans nos Alpes, mais néanmoins, ils nous considéraient comme des alliés à cause de ce traitement. Donc, nous pensions bien que l'Allemagne était une menace. Mais aujourd'hui, nous nous sommes posé cette question aussi en Suisse. Savoir quelle est notre menace aujourd'hui? Je pense, comme tout le monde le pense d'ailleurs, qu'on a toujours une armée sur son territoire. La question c'est de savoir si c'est la sienne ou celle d'un autre. Et par conséquent, le bon sens fait dire qu'en principe, on préfère que ce soit la sienne. Donc une armée, ça, il faut avoir. Mais la question c'est de savoir pourquoi elle doit être dimensionnée, pour quel adversaire, pour quelle menace doit être dimensionnée cette armée. Est-ce qu'elle doit être dimensionnée justement pour une menace contre un adversaire immense, ou est-ce qu'elle doit être dimensionnée de telle sorte en se disant on va coopérer avec d'autres, donc pas obligé de mettre tous les moyens, enfin bref. Il y a toutes ces réflexions qui se font, et j'ai remarqué d'ailleurs en étant à l'OTAN que l'OTAN se pose exactement les mêmes questions. C'est pas pour rien que l'OTAN a trouvé une aubaine en quelque sorte avec le 11 septembre 2001, parce que comme ça a donné à l'OTAN une raison d'être en étendant son champ d'action over the horizon, comme il disait, au-delà de l'horizon. Et puis vous aviez le ministre allemand de la Défense qui disait la sécurité européenne commence à l'Indo-Putsch. Est-ce que c'était vraiment exactement ça? Bref, on ne va pas discuter ça ici. Néanmoins, ça montre que même dans l'OTAN, il y a une question de savoir, ok, on veut une défense militaire, mais contre qui? Et à partir de tant qu'on était en paix avec la Russie, la question était une question qui se posait. Maintenant, évidemment, la question peut être reposée. Néanmoins, c'est une question un peu rhétorique parce qu'on voit bien que la Russie n'a jamais menacé l'Europe.
elle a menacé l'Ukraine pour des raisons que je ne pas les questions, moi j'ai déjà décrites dans mes livres et sur mes vidéos sur YouTube, mais il y a des raisons très spécifiques à la situation de l'Ukraine qui a fait qu'on est arrivé à un conflit. Mais comme le prétendent aujourd'hui des pays comme la Pologne ou les pays baltes, qu'après l'Ukraine ce sera le tour des autres pays, je pense qu'on est assez loin du compte et qu'en réalité ces pays jouent un petit peu la carte de la menace russe pour avoir un peu plus d'aide de la part des Américains. Je pense qu'on est à peu près dans un calcul de ce type-là, mais ça ne correspond pas à une réalité stratégique. Néanmoins, la question devra à terme être posée parce qu'on voit aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'était pas capable de fournir tout ce dont l'Ukraine avait besoin pour combattre, et que par conséquent, certains se disent aujourd'hui qu'il faut recréer une industrie de la défense telle qu'on l'avait pendant la guerre froide. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est payable? Est-ce que ça vaut la peine? Enfin, toutes ces questions, on ne va pas y répondre aujourd'hui. Néanmoins, c'est des questions qu'il faut se poser parce que c'est assez facile de dire qu'il faut faire ce qu'arrivent à faire les Russes. L'année passée, en Ukraine, on tirait 12 millions d'obus. Le général Zadouchny, il y a quelques semaines, a demandé aux Américains 17 millions d'obus pour avoir la victoire. Et les Américains sont capables de produire entre 28 et 40 000 obus par mois. Les Américains. Alors, vous pouvez voir l'écart qu'il faut, et vous pouvez voir d'ailleurs ce que ça suppose de recréer une industrie de la défense. On est sur quelque chose qui est à peu près impayable. Enfin, les Américains consacrent beaucoup et encore, ils consacrent beaucoup d'argent, mais on voit qu'ils arrivent très vite à bout aussi, parce que malgré tout l'argent, on est aux alentours de 800 milliards de dollars par année de budget de la défense, même avec ça, ils n'arrivent pas à fournir les armes nécessaires à l'Ukraine, et maintenant, avec Israël qui vient en plus demander des matériels d'artillerie, etc., on est très loin de compte. Donc, on s'aperçoit bien que nos systèmes de défense dépensent énormément pour des infrastructures. C'est le cas des Américains. Quelqu'un a évoqué ce matin le fait qu'ils avaient 800 bases dans le monde. Mais 800 bases dans le monde, ça se paye. Et ça veut dire des gens qui doivent se déplacer. Et puis, il ne faut pas oublier non plus, les Américains, c'est une des armées qui a le plus ce qu'on appelle en anglais le tail-to-teeth ratio. C'est le ratio entre les dents et la queue, pour le traduire simplement. C'est-à-dire, en clair, c'est le ratio qu'il y a entre les potentiels qui soutient ceux qui combattent. Et l'armée américaine a, pour chaque combattant, pratiquement 10 soldats derrière qui font la logistique. On est de 1 à 10. Donc ça veut dire que sur les 800 milliards, si on prend un calcul un peu simplifié, sur les 800 milliards qu'ils payent, ils n'ont que 80 milliards qui finalement touchent leur capacité de combat. Et donc on est sur des... Tout d'un coup, quand on commence à multiplier les choses, on s'aperçoit qu'on est sur des chiffres quand même qui sont assez impressionnants. Et reconstituer une guerre, moi je suis partisan plutôt de la coopération, de la défense par coopération, étant entendu que cette coopération doit se faire sous des auspices je dirais, équitables. Je m'explique. L'OTAN, et beaucoup de gens, à propos de la crise ukrainienne, beaucoup ont critiqué l'OTAN. Moi, j'ai beaucoup de réserves sur l'OTAN, il faut pas avoir vécu de près. Néanmoins, dans le cas de l'Ukraine, je serais moins disposé à mettre en avant l'OTAN. Parce qu'en réalité, et c'est là qu'il y a le problème qui vient, c'est que dans l'OTAN, Stoltenberg ne décide de rien. Il n'a aucun pouvoir de décision. Zéro. Ursula von der Leyen a des capacités de décision à la Commission européenne. Mais Stoltenberg, zéro. C'est d'ailleurs un secrétaire général, c'est-à-dire qu'il relaie les décisions du Conseil de défense de l'OTAN. Mais lui-même ne peut rien décider. Toutes les décisions se font
par consensus des pays membres de l'OTAN. Et c'est important de le dire parce que l'OTAN, en tant qu'organisation, ne peut pas décider ben, nous, on va aider l'Ukraine. Non. Ce qui se passe, c'est que ce sont les Américains, parce que, comme l'a dit tout à l'heure un des conférenciers précédents, ça va passer inaperçu que la structure militaire de l'OTAN est toujours dirigée par un Américain. Mais il y a une raison à ça. La raison est que l'OTAN a été créée comme une organisation nucléaire. Et je vous rappelle qu'en 1945, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, alors que les Alliés avaient déjà dans l'idée qu'ils pourraient être confrontés à l'Union soviétique, ils n'ont pas créé l'OTAN. Ils ont créé l'OTAN à partir d'un moment très particulier, c'est quand les Soviétiques ont eu la bombe nucléaire. Et là, il s'est passé, tous les pays européens ont constaté que là, il y avait un problème, parce que les Américains avaient la bombe nucléaire, les Soviétiques l'avaient, mais eux pas. Et que par conséquent, il fallait trouver une manière de se mettre sous le parapluie américain. Et c'est ça, l'idée de l'OTAN. Et c'est pour ça que l'OTAN, si vous voulez, d'ailleurs Stoltenberg lui-même a dit, est une organisation nucléaire. Et elle a essentiellement pour ces fonctions-là, à part ça, pour les questions opératives, il y a une harmonisation qui se fait, il y a des procédures, les STANAG, etc., qui permettent d'harmoniser un certain nombre de normes, de procédures, etc. Mais sinon, l'OTAN, en réalité, d'ailleurs, on l'a vu en Afghanistan. Le commandement de l'OTAN en Afghanistan a très rapidement été fusionné avec le commandement de l'opération américaine parallèle, qui était Enduring Freedom, et ils ont très rapidement fusionné les deux commandements parce que l'OTAN n'est pas prête pour commander les opérations. C'est les Américains qui le font. Et ça a une raison. Une autre chose aussi qu'il faut se rappeler, vous noterez aussi, comme on l'a évoqué ce matin, que le pacte de Varsovie ne s'est pas créé en 1949, après que l'OTAN soit créé. Il s'est passé 6 ans entre les deux. Pourquoi? Parce que le problème des Soviétiques, et des Russes aussi d'ailleurs, ce n'est pas vraiment l'OTAN en tant que structure. Parce que les Russes savent très bien que l'OTAN ne peut rien sans les Américains. Le problème, ce sont les Américains. Pourquoi? Parce qu'eux ont les armes nucléaires. Et ce que craignent les Russes aujourd'hui, comme les Soviétiques à l'époque d'ailleurs, ce n'est pas tellement le fait que l'OTAN soit à leur porte, c'est surtout que les Américains puissent déployer des missiles à leurs frontières. Voyez l'exemple de la fameuse crise des missiles de Cuba. En réalité, cette crise, elle ne commence pas en 1962, elle commence en 1952, lorsque la Turquie est entrée dans l'OTAN. Et là, les Russes, enfin soviétiques à l'époque, n'ont pas réagi. Et pourtant, c'est la première fois que vous aviez un pays de l'OTAN qui touchait la frontière de l'Union soviétique. Mais ça n'a pas vraiment dérangé. Je ne pense pas qu'ils étaient très contents, mais ça ne les a pas dérangés à en parler. Ça a commencé à les déranger 10 ans plus tard. Et pourquoi? Parce que les Américains ont commencé à déployer les missiles Jupiter à la frontière, sur territoire turc, à la frontière de l'Union soviétique. Et c'est là que les Soviétiques ont dit ça ne va pas. Et c'est là où ils ont commencé à déployer leurs missiles à Cuba, pour leur dire, vous faites ça en Turquie, on fait ça chez vous. Et puis, les Américains, il s'est passé la crise qui s'est passée, les Soviétiques ont retiré leurs missiles de Cuba, mais ce qu'on dit moins, c'est que les Américains ont retiré leurs missiles de Turquie. C'est ça, la mécanique qui s'est passée. Et la raison pour laquelle l'Ukraine était un problème pour la Russie, c'est pas tellement qu'elle ait pu faire partie de l'OTAN en tant que telle, mais c'est que si elle avait fait partie, les Américains auraient pu y déployer des armes nucléaires. Et pourquoi les Américains auraient déployé des armes nucléaires? De nouveau, on ne le dit jamais, mais c'est qu'à partir de 2002, l'administration Bush s'est retirée de tous les traités de désarmement nucléaire qu'il y avait en Europe. Et c'est à partir de ce moment-là que les Américains ont commencé à parler d'installer des missiles en Roumanie, en Pologne et en Tchéquie, et c'est la raison pour laquelle
le fameux discours de Munich de Vladimir Poutine qu'on évoque souvent, c'est pour ça qu'il a été enflammé contre l'OTAN, et contre les Américains, surtout plus que contre l'OTAN, parce que c'était l'installation de missiles à proximité de la frontière russe, et que l'installation de ces missiles, on retrouvait finalement la même situation qu'on avait avec 1962, les Jupiter américains, c'est que la proximité de ces missiles fait que les Russes sont plus en mesure de détecter, si par exemple il y a un lancement accidentel d'un missile, ils ne sont pas en mesure de détecter dans des délais raisonnables si c'est une vraie menace ou une fausse menace. Et par conséquent, ils auraient la tentation de répondre directement avec du feu nucléaire, parce que dans le doute, on tire et on fait feu. C'est d'ailleurs exactement ce que Vladimir Poutine a dit à l'occasion de la conférence de presse qu'il y a eu à l'issue de la visite d'Emmanuel Macron à Moscou, juste avant l'intervention en Ukraine. C'est le 8 février ou 9 février 2022. C'est exactement ce que Poutine a dit. Il a dit, si vous mettez vos missiles trop près, on est obligé de les interpréter comme une menace, parce que sinon ce sera trop tard pour nous. Donc c'est cette problématique-là qu'on a exactement la même, qui est exactement la même que celle qu'on avait eue il y a plus de 60 ans, qui est le problème pour les Russes. Et comme les Ukrainiens n'ont jamais finalement donné de garantie pour que leur territoire se dénucléarise, les Américains a fortiori pas plus, donc voilà pourquoi les Russes étaient si ont autant insisté pour une neutralisation de l'Ukraine. D'ailleurs, vous savez qu'en mars de l'année passée, Volodymyr Zelensky a fait une proposition à la Russie, que la Russie était prête à accepter, que cette proposition contenait, outre le retrait des forces russes d'Ukraine, et un statut encore à négocier sur les républiques du Donbass et la Crimée, le principal point de cette proposition de Zelensky, c'était la neutralité de l'Ukraine. Et que cette neutralité devait, en échange, avoir les garanties d'un certain nombre de pays, parmi lesquels la Russie. Et ça, et Vladimir Poutine l'a d'ailleurs confirmé il y a 2 jours lors de sa séance de questions-réponses à Moscou, ça va être certainement un des éléments qui va revenir dans la discussion avec s'il y a des négociations de paix qui se déroulent. Alors, le problème de notre manière de voir la sécurité est de voir, et là je suis assez surpris de voir, et je fais la même constatation d'ailleurs que M. Asselineau, c'est que dans le paysage politique français, on n'a aucune analyse de la part de nos responsables politiques. Absolument aucune. Je crois que M. Asselineau, vous êtes le seul homme politique français qui a d'abord l'initiative, deuxièmement le courage de faire une analyse à partir des faits. Et ça, je pense que c'est, à mon avis, ça devrait être un devoir, même les citoyens devraient demander ça. Mais malheureusement, c'est pas ce qu'il y a. Le résultat est qu'on n'a jamais l'histoire d'un phénomène. Vous voyez, l'affaire de Gaza, elle a commencé le 7 octobre. Voilà. L'affaire de l'Ukraine, ça a commencé le 24 février 2022. C'est rien passé avant. Or, la réalité est que tous ces événements ont une préhistoire, si j'ose dire. Et que sans comprendre cette préhistoire, il est hors de question d'arriver à résoudre le conflit. Ensuite, on n'a pas l'habitude, et ni comment dire, on n'a pas la capacité, devrais-je dire, de résoudre les conflits de manière holistique. Et j'ai passé beaucoup d'années en Afrique, j'ai passé beaucoup en Afrique du Nord, j'ai beaucoup de temps au Mali, et là, excusez-moi mes généraux, mais pas seulement de critiques à formuler à l'égard des opérations qui ont été menées dans le... Pas Serval, Serval c'est une opération de niveau tactique opératif, ça c'est pas un problème. Barkhane, en revanche, est à mon avis plus problématique, parce que quand on se donne la mission de lutter contre le terrorisme, on ne peut pas simplement l'aborder uniquement sous l'angle militaire. On est obligé de l'aborder sous un angle plus large.
Et c'est là la faiblesse de nos approches. Et d'ailleurs, c'est pas, là j'ai parlé de Barkhane parce qu'on est en France, mais en réalité, c'est le problème qui a eu vous savez, quand j'étais en Afghanistan, j'ai demandé à mon chauffeur, qui était Pachtoun, j'ai demandé qu'est-ce que tu penses des talibans. Il m'a dit, oh, tu sais, les talibans, on les aime pas beaucoup. Mais s'il faut choisir entre les Européens et les talibans, il faut choisir les talibans. Ah, ça veut dire qu'on n'a pas abordé le problème sous le bon angle. D'ailleurs, on voit qu'aujourd'hui, après 20 ans d'opérations et des trillions dépensés en Afghanistan, eh bien, ce sont les talibans qui sont de nouveau au pouvoir et qui n'ont finalement pas changé grand-chose. Parce qu'on n'a pas traité le problème de manière holistique. On a traité un problème militaire, avec éventuellement des à côté civilo-militaires par endroit, mais pas de manière coordonnée, pas dans une stratégie, si vous voulez, compacte. Et ça, c'est à mon avis un des problèmes que l'on a. Alors, la question de l'armement, je l'ai évoquée rapidement tout à l'heure, c'était cette question de l'insuffisance qui a été mise en évidence par notre incapacité à soutenir l'effort de guerre des Ukrainiens, ou la capacité relative, devrais-je dire, de soutenir l'effort de guerre des Ukrainiens. Mais il faudra se poser la question, si on veut une infrastructure militaire plus étoffée, une infrastructure de production militaire plus étoffée, à quelle fin? Et là aussi, moi j'ai travaillé un peu dans le domaine de l'armement, j'ai travaillé pendant quelques temps dans l'équivalent de votre DGA français, d'ailleurs j'ai été formé ici à Paris en partie à la DGA. Je pense qu'il est nécessaire d'avoir pour chaque pays une industrie de la défense, ne serait-ce déjà pour garantir une certaine autonomie et pour éviter d'être dépendant des autres, parce que ça c'est un élément qui à mon avis est essentiel. Mais il faut savoir si c'est une entreprise, qu'elle soit d'armement ou de chaussures, elle doit être rentable. C'est-à-dire que si elle produit mais qu'après on lui interdit de vendre, évidemment ça pose un certain nombre de problèmes. Donc je pense que, non pas que je sois fanatique de la prolifération des armes, je pense aussi qu'il faut réfléchir, il faut avoir une approche industrielle, de nouveau holistique du problème, de façon à ce qu'il y ait une certaine rentabilité. Pourquoi les Américains dominent sur le marché des armes? C'est pas parce que leurs armes sont meilleures, elles sont souvent d'ailleurs moins bonnes que les autres, mais c'est parce qu'eux arrivent à rentabiliser leur effort de production et qu'ils ont un système économique qui fait qu'ils arrivent à vendre. Donc, ils ne sont pas simplement, ils ne travaillent pas sur un nombre limité j'allais dire presque de prototypes, mais ils peuvent carrément faire des grandes séries. Et ça devrait être le cas aussi dans nos pays. Donc, pour conclure, donc le problème, c'est pas tellement la question de savoir si on a des capacités, parce qu'on a les ressources. On a les ressources. Mais c'est savoir, quel est le rapport coût-efficacité de ces ressources et dans quelle mesure on arrive à rentabiliser ce qu'on arrive à faire, qu'est-ce qu'on veut en faire en réalité. Parce que de nouveau, la question de la défense, vous voyez, on a beaucoup par exemple critiqué dans la presse spécialisée l'envoi des AMX-10 RC à l'Ukraine. Et de fait, l'AMX-10 RC, il est très mal adapté au contexte ukrainien. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est un mauvais matériel. C'est un matériel qui est bon, mais qui a été conçu pour un type d'opération différent. Et que si vous voulez en faire aujourd'hui, si vous voulez faire des régiments de chars à partir de ça, eh bien, manifestement, vous allez tomber à côté. D'ailleurs, je crois que c'était le magazine américain Forbes qui disait que les AMX-10 RC tombaient comme des mouches. Mais oui, c'est assez évident, parce qu'ils n'ont pas été conçus pour ça. Donc, et de nouveau, pourquoi? Parce que pendant cette période d'après-guerre froide, eh bien, la France, d'ailleurs pendant déjà la fin de la guerre froide, la France s'est équipée pour mener des opérations dans les territoires où elle avait des intérêts, c'est-à-dire notamment l'Afrique. Donc tout ça c'est très logique. Donc il faut savoir exactement de quelle armée on parle et quelle est la finalité qu'on veut obtenir avec ça. Ensuite, il y a un problème quand on parle de sécurité internationale. Et c'est d'ailleurs probablement la raison pour laquelle on n'a jamais pu parler de réelle défense européenne, et même l'OTAN, ça devient problématique. De nouveau, je rappelle, l'OTAN est une puissance nucléaire, donc quand on est une menace nucléaire, là, on arrive à se mettre d'accord. Mais si c'est, par exemple, dans le cadre de l'Union européenne, sur quelle base vous faites une politique de défense?
c'est impossible. La défense est avant tout une expression de la politique étrangère. Or, la politique étrangère de l'Union européenne, elle est inexistante. On l'a d'ailleurs bien vu à l'occasion de la crise ukrainienne, comme d'ailleurs de la crise palestinienne. C'est une diplomatie qui n'a jamais... Et de toute façon, même encore serait-elle existante, est-ce qu'elle reflète les intérêts de chacun des pays? Pas nécessairement. Vous voyez, quand on parle, par exemple, des engagements dans le Sahel, je parlais de Barkhane tout à l'heure, et puis des opérations de l'Union européenne, d'ailleurs, qui est au Niger. Les Estoniens envoient des troupes, mais en réalité, les Estoniens n'ont rien à cirer, si vous passez l'expression, de ce qui se passe au Sahel. Ce n'est pas du tout leur domaine. Ils n'y connaissent rien, ils n'ont aucun lien, ni émotionnel, ni historique. Ils ne savent même pas comment on combat dans cette région. En fait, ils envoient des gars uniquement pour faire des cartons sur les terroristes locaux. Donc, on s'aperçoit bien que la capacité militaire doit être le reflet d'intérêts nationaux et que dans l'Union européenne, il n'y a aucune définition, on ne sait pas vraiment quel intérêt on défend. Et c'est là, à mon avis, l'échec de la politique de défense. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de politique étrangère et de défense commune, ou de sécurité et de défense commune en Europe. Donc, oui, oui, c'est effectivement le problème qu'ont les sociétés multilatérales, et on le voit un petit peu d'ailleurs avec le temps, c'est que, en définitive, avec le temps c'est assez typique avec ce qui s'est passé en Afghanistan, en réalité, les pays qui se sont engagés là ont servi les intérêts américains. Parce que personne d'autre n'avait été menacé par le 11 septembre. Personne d'autre n'avait la menace qui s'est passée, toute la menace terroriste qu'on a eue à partir de 1991 jusqu'en 2000, elle avait une seule cause. C'était pas, et ça n'est pas tombé du ciel, c'était le fait que les Américains s'obstinaient à rester en Arabie Saoudite. C'est ça, la cause de tous les attentats qu'il y a eu, tout d'abord dans la région du Golfe, et puis ça s'est étendu jusqu'aux attentats de Dar es Salaam et Nairobi, qui ont déclenché une riposte américaine, et c'est pour venger ces dernières frappes que le 11 septembre a eu lieu. Et ça, on le sait très bien, parce que ça a été documenté par les islamistes eux-mêmes, donc on n'a pas besoin d'aller très très loin là-dedans. Donc tout est parti du refus des Américains de respecter leurs propres engagements à l'égard des pays du Golfe. Après, la suite, c'est un peu un effet de boule de neige qui s'est créé. Donc on a les pays qui sont engagés, soit en Irak, soit en Afghanistan, soit ailleurs, l'ont fait en fait uniquement pour les intérêts américains. Nous n'avons absolument pas défendu nos intérêts. Nous n'étions pas visés. Et si on n'avait pas été dans ces zones-là, si le président Hollande n'avait pas décidé en septembre 2014 d'aller s'engager en Irak, d'aller faire des frappes en Irak, puis en Syrie, vous n'auriez pas eu les attentats de janvier 2015, etc. Parce que de nouveau, les islamistes ont expliqué ça. Ils ont très bien expliqué, simplement on ne veut pas écouter ça. Et de nouveau, ça fait partie de la manière d'aborder les problèmes et des mauvaises décisions qui finalement conduisent à un envenimement des choses. En résumé, et peut-être cette phrase résume en fait tout. Are we doing the right thing or are we doing the things right? Autrement dit, c'est un jeu de mots évidemment en anglais, qui veut dire est-ce qu'on fait les choses bien ou est-ce qu'on fait les bonnes choses? Et c'est là où est la problématique. On a tendance à faire les choses bien, mais on ne fait pas toujours les bonnes choses. Et ça, c'est peut-être la question qu'il nous faut garder à l'esprit. Je pense en tant que citoyen, je sais que je viens d'un pays où on peut tout décider comme citoyen, enfin, pas tout, mais beaucoup, ou en tout cas, on peut facilement influencer, je sais que c'est plus difficile ailleurs, mais néanmoins, je pense qu'il est notre devoir de citoyens de rappeler aux autorités leur devoir de diligence par rapport à la gestion. Et je m'arrêterai là pour ne pas être trop long.